Avec nos invités ce soir, André Brandu et Nicolas Maisonnet. Mais pour l'heure, je vais donner la parole à Coralie. Elle va poser quelques questions à notre invité. Le premier, André Brandu, tout de suite. Alors, j'avais une question politiquement coquine et bon, je me désespère de la réponse parce que Monsieur Brandu, vous êtes un peu la Suisse. Hein, vous prenez pas trop parti, mais non, j'avais une question assez rigolote. Je vous la pose quand même. Mais bien sûr. Allez, entre Jean Denat et Nicolas Maisonnet, qui, selon vous, bosse le plus? Avec qui vous vous entendez le mieux? Alors, je m'entends avec tous les deux. Par ma fonction en tant que président de la communauté de communes, je travaille beaucoup plus avec Jean Denat parce qu'on n'a pas les mêmes préoccupations. Je veux dire, la fonction de Nicolas Maisonnet est différente de celle de Jean Denat. Qui bossent le plus, ils ont tous les deux leur fonction, et ma foi. Et vous préférez qui? Aucun des deux. Ma femme. Alors, Monsieur Brandu, vous avez un projet fou, c'est recréer la plus grande roselière d'Europe. De quoi s'agit-il et comment vous allez vous y prendre? Ouais. Alors là, il y a débat. Il n'y a pas débat. Il y aura peut-être besoin des fonds européens. Je suis un président dépité. Tout ça, je vais m'expliquer. On avait la plus grande roselière d'Europe sur les étangs de Galicia. Il s'avère que vous n'avez qu'à voir, et les promeneurs y vont beaucoup avec la voie verte et sur notre port de Galicia, mais vous voyez, il n'y a qu'à regarder, vous avez la partie privée qui est entretenue par l'homme, où l'homme intervient, et puis vous avez ce qui part en désuétude, la partie publique. Donc actuellement, pas actuellement parce qu'il commence à être récolté, la sagne commence à être récoltée, mais la sagne dans le parti privé fait 2,20 m de haut. Nous, c'est de l'eau et du sel. C'est un scandale. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait, depuis que j'ai été élu à la présidence de la petite Camargue, j'appelle au secours, mais toujours pareil, on tombe dans les freins administratifs. Moi j'ai honte. Je suis arrivé à rassembler tout le monde, tous les acteurs des étangs des zones humides de Petite Camargue, oui. Les chasseurs, les pêcheurs, les sagneurs, les acteurs, tout ce qui est acteur des marais. Je suis arrivé à les rassembler, à avoir un discours et on a mis un diagnostic commun. D'accord. Il y a des gens qui vivent dans les marais. Enfin, je veux dire, ils sont tous les jours dans les marais et c'est leur vie. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire ce qui s'est toujours fait dans le passé, c'est faire circuler l'eau. L'eau ne circule plus. Alors l'homme avait fait des robines, qu'on appelle, des robines qui permettaient d'amener l'eau douce dans les marais. Et donc... pour pas que le sel stagne, mais qui doit s'occuper de ce chantier? Avait un rôle dans la problématique de salinité sur notre territoire, parce que le sel remonte. L'année dernière, 600 hectares de vignes brûlées. Ça permettait de tenir le sel dans le sol. Et ça permettait aussi la vie. D'accord. Là, on est envahi par les mouettes. Ça, on a compris. Le constat, on l'a compris. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre projet? Le projet, c'est de refaire circuler l'eau. Donc, il faut rétablir les robines, faire du travail avec des tractopelles et ainsi de suite. Il faut faire des assèchements des marais. Ben, vous êtes confiant dans la réalisation de ce projet? Je ne suis pas confiant. Parce que déjà, on devait curer 28 km de robines. On est tombé à 11 par rapport à ne pas déranger la tortucitude. La tortucitude, on sait comment la piéger. On la piège, on la réintroduit pour son bien. Là, on avait des oiseaux. Oui. C'est un vœu pieux. En fait, ce qu'on entend, c'est un peu la désespérance comme on l'entend chez d'autres élus, c'est-à-dire effectivement avec les difficultés liées aux autorités environnementales, etc., etc. On va parler d'un autre sujet, c'est d'un volet économique très important à Vauvert. Coralie. Avec la zone économique, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a coûté le déménagement de Virbac, qui est venu sur le territoire de Nîmes Métropole. Qu'est-ce que vous pouvez faire, puisque l'extension, elle patine, le projet d'extension patine? On revient au même problème des autorisations environnementales. Vous avez une extension. Alors j'ai fait un travail en amont, c'est-à-dire en voyant les services de l'État, l'ADREAL, ainsi de suite, en amont pour essayer de trouver des solutions. On me trouve 17 hectares de possibilités. Bien sûr, attention, en trouvant des compensations. Il faut savoir que les compensations, nous les demandons sur notre territoire, mais les compensations, elles ont été prises en grande partie par les LGV, la ligne à grande vitesse.
Donc, il n'y a plus de compensation disponible parce qu'on ne peut pas, bien sûr, c'est logique, on ne peut pas utiliser deux fois la même compensation. Donc en fait, c'est bloqué ce que vous dites, c'est que le projet d'extension de cette zone d'activité économique mais est non, bloqué. mais on nous sort des arguments. Voilà, moi, j'avais discuté en amont de, comme on dit, 17 hectares, et puis finalement, soi-disant, on avait oublié 2 jours d'évaluation, et ce serait 2 jours d'évaluation, on en trouve de partout. Et par hasard, comme on n'avait pas vu, on voit plus de lézard vert, mais là, ce jour-là, dans ces 2 jours, eh ben, il y a un lézard vert qui a traversé le chemin. Bon. Voilà. Et la création de ce pavillon que vous voulez faire, Petite Camargue à Émargues, vous allez y arriver celui-là? Je pense qu'on va y arriver, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Pourquoi vous avez fait ce choix d'installation à Émargues? Qu'est-ce que vous souhaitez faire sur ce pavillon? Tout simplement, et encore une fois, pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt de nos traditions et ainsi de suite, c'est l'endroit le plus pertinent. Passage de la nationale, je veux dire, sortie d'autoroute, vous allez sur le côté, vous passez devant ce lieu. Donc, et puis, c'est une salle de spectacle? À plus forte raison qu'il... Ah, pas du tout. Pas du tout, c'est Alors, pas une salle de spectacle. Voilà. Expliquez-nous, c'est quoi ce pavillon? Alors, ce pavillon, c'est d'abord l'Office de tourisme de Petite Camargue, qui va s'installer à l'intérieur, qui va avoir une antenne dans ce lieu, avec la Fédération française de la course camarguaise, qui va faire des bureaux aussi. Mais bien sûr, il y a des utilisations communes, telles que musées. Nous, on avait l'intention de faire un musée sur nos traditions camarguaises, et la fédération voulait faire un musée aussi. Donc, on va faire un peu ce projet ensemble. C'est un très joli projet culturel. Ce musée va être utilisé et par le tourisme, et autre que la tauromachie, mais aussi par la fédération de course camarguaise. D'accord. Et voilà. Un dernier mot, Coralie, parce que vous allez faire un peu la fête quand même, Monsieur Brandu, cet été. Il y a des fêtes votives. Bien sûr. Hein? Et Coralie, je crois qu'elle avait une question là-dessus, puisque Coralie, ça fait plusieurs semaines qu'elle est inquiète par ces Jeux Olympiques et par le nombre de flics qu'on aura en moins sur notre C'est département. pas moi qui suis inquiète, ce sont les élus. Comment est-ce que vous préparez les fêtes votives que Monsieur Maisonnet adore parce qu'il aime faire la fête, sachant que beaucoup de forces de l'ordre seront mobilisées pour les JO, et on rappelle que l'alcool, c'est à prendre à consommation. On fait attention à la consommation, modération. N'est-ce pas, Monsieur sinon, le député? On trouve un Sam. Alors, sachez que chaque année, j'organise, en collaboration avec la gendarmerie, une réunion au siège de la Petite Camargue, où nous sommes élus, comité des fêtes, club taurin, et en présence de la gendarmerie, où nous discutons des problèmes de sécurité et d'organisation des fêtes votives. J'ai donc pu rencontrer le général Schubert, qui nous a dit qu'il n'était hors de question de remettre en question les fêtes votives. Les fêtes votives auront bien lieu. Ce qu'on n'aura pas à disposition, c'est le renfort gendarmerie mobile. Ça vous inquiète? Il est bien clair que la gendarmerie mobile va intervenir sur les Jeux Olympiques. Et bien sûr de l'effectif aussi gendarmerie ou police qui vont monter, mais ils ont pris la décision de faire appel à la réserve de gendarmerie. D'accord. Et donc un maximum pour pouvoir pallier aux problèmes de sécurité. Donc du coup, c'est les réservistes de gendarmerie qui viendront plutôt en renfort. Voilà, et pallier la police, la gendarmerie mobile. D'accord. Sébastien, votre question à notre invité André Brandu. Alors, une question propre à votre territoire. J'ai cru comprendre que les managers avaient des problèmes aujourd'hui pour les événements qui allaient venir avec la question des assurances. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est un problème qui est très grave, qui nous fait peur. Mais pas qu'à moi, à tous les acteurs. Formons la fête peut-être. En fait, ce qui se passe, mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. On en a souvent parlé, en effet. Nicolas Maisonnet, mais je veux dire, c'est la problématique assurance. En fait, il y a une incompatibilité, je dirais, entre la loi qui protège les personnes sur les attaques d'animaux. C'est-à-dire que vous promenez un chien qui mord quelqu'un ou divers accidents qui puissent se passer avec un animal. Nous, il y a quand même un problème, c'est que nous commandons un spectacle. Les collectivités, on commande un spectacle dans les rues, principalement parce que c'est là qu'il y a beaucoup de soucis. Et donc, les acteurs qui vont... alors, on met des barrières, on met des affiches, on fait des annonces. Oui, c'est qui
responsabilité en fait. On commente la brivade et ainsi de suite. Et malgré ce, il y a des gens qui vont dedans, qui prennent leurs responsabilités, mais c'est pas leur in fine. Alors nous, on gagne au pénal. On gagne au pénal parce qu'on a pris une disponibilité pour que la sécurité soit à la hauteur du danger. Oui. Donc souvent, nous, on gagne au pénal. Par contre, quand l'assurance de la part du blessé n'arrive pas à aboutir sur le pénal, elle se retourne automatiquement au civil sur un article du code rural et elle demande de l'argent. Toute personne propriétaire d'un animal ou gardienne d'un animal est responsable. Et donc derrière, c'est de l'argent qui est réclamé. Voilà. Sauf que nous, on estime que la responsabilité, ça doit être la responsabilité civile du blessé. C'est lui qui s'est mis en danger et il sait le danger qu'il prend. Donc, je crois savoir que c'est monté à la chancellerie, qui va très certainement regarder cette problématique. Est-ce que nous aboutirons ? Je ne sais pas. Nicolas Maisonnet, c'est à vous à présent de poser votre question à André Brundu. Eh bien, ma question... Alors, est-ce que je peux juste réagir ? Parce que justement, ma question concerne ce sujet, simplement pour dire qu'effectivement, on a un gouvernement qui a pris un certain nombre d'engagements flous sur la question des manadiers. J'ai interpellé le ministre de l'Agriculture il y a 6 semaines, qui a dit Nicolas, je te coupe parce que tu me casses ma question. Ah, déjà dans le match des invités. Alors non, simplement tout à l'heure, André Brundu a dit qu'il y en avait marre de la politique politicienne, et c'est vrai que je pense que c'est un des facteurs qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre ce problème d'assurance des maladies. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a un groupe Camargue dont je suis le premier vice-président. On a déposé une proposition de loi qui est la même que celle que Vivette Lopez, sénatrice LR, avait déposée. On a demandé, c'est un groupe transpartisan avec des députés macronistes, de gauche, de droite, etc. On a demandé à ce que cette proposition de loi soit signée par l'ensemble des membres du groupe Camargue. Effectivement, encore une fois, le comportement sectaire de certains députés qui ne veulent pas voir leur nom associé à des députés Rassemblement National fait qu'on ne peut pas arriver et mettre cette proposition de loi sur la table du ministre en disant regardez, tout le monde est d'accord, on va y arriver. Donc effectivement, il faut tirer tous dans le même sens. Ma question, elle est peut-être un peu ambitieuse. Cher André, à quand une levée des tridents à Paris pour défendre nos traditions ? C'est peut-être la seule réponse qui reste. En fait, je dirais une manifestation à Paris, oui, ça serait bien pour cette problématique, parce que de toute façon, on est en danger, parce que d'ici à cette allure, c'est-à-dire que les assurances se retirent des festivités, et pas que, parce que on a des contacts avec nos assureurs. C'est pas si vieux que ça, hein. Il faut savoir que des villes comme Millau ou Uzès n'ont plus d'assurance sur leur bien public, hein. Donc c'est grave. Donc si ce n'est pas que le taureau, mais bon, sur la question des taureaux, je sais pas. Mais c'était ma question et je te la retourne. Ça tombe bien, parce que j'allais vous proposer de poser votre question. On va vous remercier d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Brundu. C'est à vous à présent de poser une question à Nicolas Maisonnet. Oui, mais c'était justement, est-ce que tu restes optimiste en tant que député sur cette problématique Camargue ? Quelqu'un que je connais bien disait que quand on n'est pas sorcier, il faut être optimiste. Donc comme je ne suis pas sorcier, j'essaye d'être optimiste. On se heurte un peu aux mêmes difficultés que toi avec l'histoire des marées. C'est-à-dire qu'on a du mal à être entendu aussi par les instances parisiennes, si je puis dire ça comme ça. Le gouvernement qui dit oui, on aime beaucoup les traditions camarguaises, vous inquiétez pas, ils auront toujours des assurants, enfin les manadiers auront toujours des assureurs, tout ça va être réglé, etc. Mais effectivement, ça n'avance pas. Et ça n'avance pas, à mon avis, pour 2 raisons. Je le redis, la première, c'est qu'il y a un certain mépris des élites parisiennes sur ces questions-là. Ils ne comprennent pas ce que sont nos traditions. Pour eux, ils confondent les traditions camarguaises et la corrida. Dès qu'il y a un taureau, c'est la même chose. Enfin, ils savent pas du tout de quoi on parle. Et donc, effectivement, il y a ce mépris qui est assez classique. Et puis, d'autre part, effectivement, des comportements politiciens fort regrettables, sectaires, de la part de certains élus qui refusent de se mettre à la table avec d'autres personnes. Et est-ce qu'elle est là, la complexité, finalement, Monsieur Maisonnet ? C'est que, finalement, quand on est député d'opposition, en fait, c'est très compliqué de faire monter des dossiers à Paris, d'être entendu et d'être crédible.
À quoi ça sert finalement d'être député d'opposition? Mais non, dans une démocratie, c'est important qu'il y ait une. Oui, non, mais je parle des dossiers que vous pouvez faire remonter. Le travail de député d'opposition, il est fait dans la mesure où le constat est posé, les solutions sont proposées. Ce travail-là, il est fait. Après, il appartient à l'exécutif de savoir s'il applique les décisions. Je vous alerte quand même j'ai pas voulu faire du name dropping tout à l'heure, mais il y a un député à Lunel qui s'appelle Patrick Vignal, qui est dans la majorité macroniste, qui a refusé de signer notre proposition de loi, qui a prétendu auprès de tous les manadiers qu'il allait faire venir Gérald Darmanin pour régler le problème. Vous l'avez vu venir Gérald Darmanin pour régler le problème. Bon, à chaque fois qu'il vient, il a d'autres problèmes à régler, à Nîmes notamment. Bon, donc c'est aussi en raison du comportement sectaire de membres de la majorité, mais pas que de la majorité d'ailleurs. On l'a entendu. Voilà. La magie de la télévision, Coralie se retrouve à ma droite à présent. Elle a quelques questions pour vous, Nicolas Maisonnet. J'ai une question coquine aussi. Alors on y va? Allez, je sais que vous aimez bien ça. Est-ce que vous êtes allé la saluer ce week-end? J'ai salué beaucoup de monde ce week-end, notamment dimanche, puisque j'étais au salon Sud Tradition, très beau salon à Saint-Gilles, qui met en avant nos traditions camarguaises. Enfin, on a été un petit peu plus dans le sud, au Gros du Roi, votre copine jadis, Marion Maréchal Le Pen, qui a rencontré les pêcheurs du Gros du Roi. Un petit appel, un petit texto? Pas d'appel, pas de texto. C'est fini. Elle vient librement dans le Gard faire campagne. Non, mais vous étiez proche d'elle quand elle était au Rassemblement National. Le plus absolu. Elle n'est plus au Rassemblement National. Elle a fait des choix politiques qui sont les siens. Je les respecte. Hein, tout est respectable. Vous êtes un peu sectaire? Pardon? Vous êtes un peu sectaire, du coup, vous aussi? Ah non, je suis pas sectaire. Moi, je salue tout le monde. Regardez, mon collègue André Brundu, nous avons de très bons rapports. J'ai de très bons rapports avec les élus de gauche, de droite. Je salue tout le monde. Vous savez, moi, Coralie, je suis. Mais plus de nouvelles. Le contraire de ce que je dénonce. Plus de contact avec Marion Maréchal. On reste au Gros du Roi et on va parler de l'annulation de la fête de la Saint-Pierre. Peut-être que vous aviez prévu d'y aller. Est-ce qu'elle va être maintenue, cette annulation? Est-ce que vous avez alerté le préfet? Est-ce qu'une solution est possible? On rappelle que du coup, il y a eu des restrictions sur les embarcations des pêcheurs qui prennent la mer pour aller rendre hommage. Je crois que c'est jusqu'à 27 personnes, c'est ça? Oui, c'est jusqu'à 27 personnes. Sur un chalutier. C'est déjà dérogatoire. Bon, là aussi, hein, on est encore face à des exigences, des réglementations, de la technocratie. Il faut pas embarquer, il faut pas être sur un bateau, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Et voilà où ça nous mène. On est en train de ruiner nos traditions. Une belle fête comme la fête de la Saint-Pierre pendant 35 années sans le moindre accident, avec des gens qui ont des pêcheurs qui ont un comportement exemplaire en mer. Enfin, je veux dire. Mais vous, en tant que parlementaire, j'ai évidemment saisi de cette question le secrétaire d'État chargé de la mer, M. Berville. J'ai évidemment transmis cette question écrite à Monsieur le Préfet pour le sensibiliser. Bon, pour l'instant, ça peut aboutir ou pour l'instant, statu quo, j'en sais rien. Mais encore une fois, vous voyez, mon rôle, c'est celui-là, c'est d'être pragmatique aux côtés des pêcheurs, de la population de ma circonscription, et de porter un certain nombre de revendications. Après, derrière, c'est à l'exécutif de trancher. Très bien. On passe à votre mandat de député. Vous conduisez votre deuxième mandat. Qu'estimez-vous avoir apporté à vos administrés de cette belle deuxième circonscription? Ça, c'est la question. Au-delà du fait de râler. Et de contester les règles. Mais c'est le rôle d'un député d'opposition, Coralie. Vous savez, moi, les gens m'ont élu pour que je porte leurs idées, pour que je défende leurs idées à l'Assemblée nationale. C'est le travail que je fais. Moi, j'observe que depuis qu'on est 88 députés à l'Assemblée nationale, on joue quand même, alors je vous l'avais déjà dit, mais vous aviez eu du mal à entendre, je trouve qu'on joue quand même le rôle de boussole politique. On est au cœur de la vie politique et on indique le Nord. Parce que manifestement, si on a parlé de pouvoir d'achat et qu'il y a eu un projet de loi pouvoir d'achat au lendemain de notre élection, c'est parce que Marine Le Pen s'était saisie de ces questions pendant la présidentielle. Si on a eu un projet de loi immigration qu'on a réussi à rendre à peu près acceptable jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel vienne le tordre, on le savait, hein, on le savait. C'est aussi parce qu'on est là, vous voyez. Donc c'est ce rôle-là qu'on joue de façon générale. Puis après, à titre personnel, je fais ce que je fais au plan national, je le fais au plan local. C'est-à-dire que je suis mobilisé sur la question la question de la Saint-Pierre, la question des pêcheurs, qui sont aussi malmenés, comme les agriculteurs. J'interviens avec... Et pour faire un rebond tout à l'heure sur la question d'Abdel, quand il parle de député d'opposition, vous dites que vous êtes un porte-voix, mais vous pourriez être plus que ça. Est-ce que vous arrivez à obtenir des résultats
Mais parce que vous l'avez dit, vous êtes 88 députés quand même. Ne rêvez pas, les macronistes n'accepteront jamais de valider un amendement qui viendra du Rassemblement national. Ils le reprendront, ils le réécriront, ils le font régulièrement, mais ils ne voteront jamais un amendement, un projet de loi, une proposition de loi, qui vient du Rassemblement national. Voilà. En revanche... Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont sectaires, mais parce qu'ils ont peur, je vais vous dire. Ils ont peur pour leur place. Voilà. Ces gens-là se sont partagés le pouvoir parce que... Est-ce que malgré ce qu'on disait tout à l'heure sur la dédiabolisation, etc., est-ce qu'on n'a pas le sentiment que vous restez quand même dans cette case de l'extrême droite et que vous aurez du mal à en sortir ? Mais au regard de qui ? C'est ça la question. Parlement français déjà ? Parce que moi je vais vous dire... Déjà du Parlement français, c'est déjà pas mal. Les députés qui ont un comportement sectaire aujourd'hui, ils sont en train de le payer sur le plan électoral et ils vont le payer sur le plan électoral. Aux européennes. Après, on verra pour la suite. Excusez-moi, vous avez vu ce sondage qui a été commandé par les LR au mois de décembre, qui donne une majorité au RN à l'Assemblée nationale. Ou en tout cas... C'est une dissolution. En cas de dissolution. Et nous appellerons le lendemain des élections européennes, si nous sommes en tête, à la dissolution. Parce qu'il faut qu'il y ait une respiration démocratique. Il faut qu'il y ait une véritable... Mais la dernière fois, Jordan Bardella est arrivé aussi en tête. Il n'y a pas eu de dissolution ni rien. Mais là, écoutez, après, il appartient au président de la République de se saisir du problème démocratique qui est posé devant lui. C'est-à-dire qu'on lui dit, la population lui envoie un message, on ne veut plus de cette politique mondialiste, immigrationniste, laxiste, libre-échangiste, on veut autre chose, on soutient les mesures du Rassemblement national, il suffit de regarder les sondages sur les questions de l'immigration, il suffit de regarder les sondages sur les questions de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Mais il y a une loi, pour comprendre que les Français nous rejoignent. Il y a déjà une loi immigration. Non, il y a une loi où il y a une loi où le débat pendant 3 mois en France, on n'a parlé que de ça. Enfin, on va pas parler de ça pendant 5 ans, chaque fois qu'il y a une élection et pendant un mandat pendant 5 ans, on va pas parler il y a eu 14, je crois qu'il y a eu 14 lois sur l'immigration. Ben oui. Il en faut pas 14, il en faut une. Non, on a l'impression que c'est le sujet central. Quand on regarde le sondage des Français, c'est pas l'immigration qui arrive en premier. Hein. Ah non, absolument pas. Mais il vous a pas échappé qu'on avait mis comme priorité le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Coralie. J'ai une dernière question. Et après, ça sera pour Sébastien. Dans votre discours, Monsieur Maisonnet, on sent la volonté de faire, mais l'incapacité. Mais on sent que vous avez envie de faire quelque chose, d'arriver à des résultats. Donc, est-ce que vous allez vous présenter pour un 3e mandat aux élections législatives, ou est-ce que vous allez tenter une aventure municipale en vous présentant, en mouillant le maillot, en prenant des risques et en allant dans une mairie, que ce soit Vauvert, là où votre papa s'est présenté et a perdu, ou au Gros du Roi peut-être? C'est bien déjà pour les spectateurs de faire la distinction entre le travail d'un parlementaire et d'un maire. Le maire, il est dans le faire, il est dans l'agir. Le parlementaire, il est vraiment sur le travail législatif. C'est bien de faire cette distinction. Après, on peut agir dans le travail législatif. Aujourd'hui, si vous me questionnez sur mes ambitions municipales, c'est ça la question sous-jacente. C'est est-ce que je vais être candidat aux élections municipales? Évidemment, j'ai un attachement profond pour ma commune de Vauvert. Je suis sollicité par ailleurs sur d'autres communes, vous l'avez pressenti en indiquant le Gros du Roi. Aujourd'hui, j'ai pas pris de décision. Si Robert Crost refuse de se présenter, est-ce que vous allez aller au Gros du Roi? C'est un peu prématuré. Ce qui est certain, c'est que l'affection que je porte pour Vauvert fait que une liste en mesure de gagner sera présentée. J'en serai peut-être la tête ou pas. On verra où je suis le plus utile. Et au Gros du Roi, ce sera la même chose. Vous prendrez vraiment ce risque de vous présenter à Vauvert? Et moi, j'aime les risques. Ça vous a pas... Mais il n'a pas dit tête de liste. Donc le risque est modéré. Ça vous a pas échappé. Est-ce que vous prendrez le risque un an avant la présidentielle? Vous arrêtez pas de nous dire que certainement Marine Le Pen sera la prochaine présidente de la République. Est-ce que vous prendrez ce risque-là? Pour une fois, vous serez peut-être dans la majorité à l'Assemblée nationale. Encore une fois, j'irai là où je pense être le plus utile. Et j'ai pas peur de prendre des risques. Je crois que je l'ai déjà démontré d'ailleurs. Allez, c'est à Sébastien, à présent pour clôturer cette interview. Votre question à notre invité Nicolas Maisonnet. Oui, juste avant la question que je vais vous poser, je voulais juste revenir sur la question de boussole et montrer le Nord. Je pense qu'à la suite des élections européennes, c'est la seule élection qu'on aura avant les municipales. Je peux vous dire qu'il y en a certains, malheureusement, suivant le score, changeront de position, dont des élus LR et autres, qui malheureusement, pour garder leur municipalité, vous verrez le discours qu'ils auront à la sortie des européennes, il sera peut-être différent d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est le constat et on verra bien jour J. La question que j'ai à vous poser, elle a double entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un Jordan Bardella qui est très haut dans les sondages. On se demande même où il va s'arrêter. On écoute, on dit, putain, on dirait la fusée Bardella.
Et en même temps, vous avez une Marine Le Pen qui a de grosses... 100% dans les sondages. Et vous savez, regardez, la Russie, c'est pas loin, oui, ça nous score aussi. Oh, ils aiment bien les Russes. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Moi, les Ukrainiens, du coup. Et malheureusement, est-ce que c'est pas un handicap pour vous aussi, parce que Bardella est très haut dans les sondages et Marine Le Pen peut-être est un peu effacée aujourd'hui. Alors est-ce que vous n'allez pas avoir un bis-bis des dernières minutes? Est-ce qu'il lui pique pas la vedette, qui c'est qui va au présidentiel? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question parce que il est au tribunal imaginez en septembre, quand même. Hein. Non, mais, oui, il y a un tribunal, mais imaginez que il continue à monter dans les sondages et réussit ce pari fou, c'est-à-dire de faire un gros score. Il a le vent en poupe, derrière c'est compliqué de dire c'est mieux Marine Le Pen peut-être aussi. Très bonne question Sébastien. Nicolas Maisonnet. Ouais, c'est une question que j'entends régulièrement quand même sur les plateaux télé. Oui, mais pourquoi ce serait pas Jordan Bardella, etc. En fait, il y a pas lieu. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'abord de considérer qu'il y en a un aujourd'hui qui est bien mieux placé que l'autre. Je pense qu'ils ont une popularité extrêmement forte tous les deux. Je pense qu'ils forment un duo extrêmement solide, complémentaire, et je crois que ça fait partie aussi de cette dynamique de notre mouvement, c'est que on ne perçoit pas de tension dans ce binôme. Peut-être pour le moment. Quand je dis qu'il est complémentaire. En tout cas, il y a une vraie stratégie, en effet, puisque ça a été même présenté il y a quelques mois, je crois, dans le JDD un dimanche, où ils ont très clairement dit qu'en 2027, il y en a un qui serait président, l'autre Premier ministre. C'est une relation qui s'est créée sur la confiance et sur la loyauté, donc c'est quelque chose qui est peut-être assez rare en politique. Mais pour l'instant, en tout cas, ça tient au Rassemblement National. Ça fonctionne. L'histoire du Rassemblement National, c'est quand même beaucoup de trahison. On se rappelle de Maigret. C'est une histoire de trahison. Si vous connaissez un parti politique où il n'y a pas eu de trahison, vous me le donnez parce que là, je vois pas. Hein. Non, très sincèrement, c'est un binôme qui est très complémentaire, avec d'un côté une expérience énorme de la vie politique, un sens politique très fort, de l'autre la jeunesse, le dynamisme. Voilà, moi je vois bien un ticket, Marine présidente, Jordan Premier ministre. Sébastien. Alors juste, pour finir, après vous avez vu, moi je suis très pragmatique, je suis neutre. Mais on va s'arrêter là. Le problème c'est qu'elle a été très mauvaise lors des 2 tours sur le débat, chaque fois qu'elle s'est présentée. Non, elle a été très mauvaise, il faut dire la vérité. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jordan Bardella serait meilleur. Non mais faut dire que il faut dire la vérité. Mais même c'est sûr peut-être même qu'il a fait perdre parce que elle était très limite. Non, c'est pas son truc. Peut-être la première fois. Elle est bonne dans les monologues, mais peut-être en 2017, dans les débats, c'est pas son truc. Après, tout le monde n'est pas bon. Non, c'est vrai que le débat de 2017 était plus difficile que celui de 2022. Moi, je pense que sur le débat de 2022, au contraire, elle a été très digne, elle a été très bonne sur le... Moi, j'ai cru à un moment donné qu'elle avait fumé, je vous dis honnêtement. Ouais, qu'elle était à un moment donné, elle était à côté de la plaque. Je ne souscris pas à votre observation. Moi, j'invite quand même les Français, aujourd'hui, après 2 ans d'élection d'Emmanuel Macron, 7 ans en tout, 7 ans de mandat, à réécouter le débat de 2022 et à regarder, au-delà, rappelez-vous, du comportement extrêmement arrogant de Macron qui se tenait comme ça, qui était honnêtement en dessous de tout sur le plan de la posture, d'aller écouter ce que disait Marine Le Pen sur le fond. Et je pense que c'est ce qui doit compter, ce qui doit primer dans un débat. On est dans une ère de la communication où l'image occupe tout le champ. En tout cas, Jordan Bardella, il en profite de l'image. Parce que là, bien sûr. À mort, d'ailleurs. Non, mais Jordan Bardella est une bête politique qui est qui est redoutable en communication, etc. Bien sûr. Mais je crois que ce qui est important, c'est le fond politique. C'est l'analyse, le constat, les solutions qu'on propose. Donc dites-lui de participer au débat. Pardon ? Dites-lui de participer au débat. Ah mais écoutez, il a participé à déjà 3 ou 4 débats. Avec tous les candidats. Il en a fait déjà 3 ou 4, il en a refusé 3, et il en a 6 ou 7 autres encore. Donc, faire le procès à Bardella de pas débattre, après les raclés qu'il a mis à Darmanin et à Véran, franchement... Merci beaucoup, en tout cas. Merci.